Le marché immobilier en Israël, c'est un peu comme s'il défiait les lois de la gravité, n'est-ce pas? Les prix montent, montent et ne semblent jamais vouloir redescendre. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est le puzzle qu'on va essayer de reconstituer ensemble. Voilà la grande question. Celle que tout le monde se pose, franchement, depuis plus de 10 ans maintenant. Comment ça se fait que les prix de l'immobilier là-bas ne fassent que grimper? C'est vraiment le cœur du sujet et on va plonger dedans. Bon, pour comprendre ce qui se passe, la première étape, c'est de regarder qui sont les joueurs sur le terrain, qui sont les acteurs qui tirent les ficelles de ce marché si particulier. C'est parti. Alors, tout au début de la chaîne, on a les promoteurs. Ce sont un peu les visionnaires de l'histoire. Ce sont eux qui se disent « Tiens, ici on pourrait construire quelque chose ». Ils trouvent le terrain, ils imaginent le projet, bref, ce sont eux qui donnent le coup d'envoi. Ok, une fois que l'idée est là, il faut bien que quelqu'un construise, non? C'est là qu'entrent en scène les câbles-animes, les entrepreneurs. Eux, leur job, c'est de prendre les plans et de les transformer en bâtiments bien réels, en béton et en acier. Leur savoir-faire, c'est vraiment la clé pour que le projet tienne la route. Bon, on a des bâtiments, mais il faut bien les vendre. C'est le rôle des agents immobiliers. Il faut les voir comme les entremetteurs du marché, si on veut. Leur boulot, c'est de connecter les vendeurs et les acheteurs. Sans eux, tout serait beaucoup plus compliqué, c'est clair. Et évidemment, pour que toute cette machine tourne, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. C'est le rôle des investisseurs. Qu'il s'agisse de grosses boîtes ou de simples particuliers, ce sont eux qui mettent l'huile dans les rouages. Ils injectent les capitaux qui permettent à tout le marché de grandir, avec l'espoir bien sûr d'un bon retour sur investissement. Voilà pour les joueurs. Mais attention, ils ne jouent pas sans règles. Au-dessus d'eux, il y a deux acteurs très puissants qui sont un peu les arbitres de la partie, les banques et l'État. Et c'est là que ça devient super intéressant. On a une sorte de balai très délicat entre ces deux-là. D'un côté, les banques. Leur but, gagner de l'argent bien sûr, mais sans prendre de risques fous. Et de l'autre, l'État, qui veut que le marché se développe, mais qui a une peur bleue d'une crise économique. C'est un vrai jeu d'équilibriste, en permanence. Alors comment l'État fait-il pour garder le contrôle? Eh bien, il a plusieurs manettes à sa disposition. Il peut par exemple mettre un frein à la spéculation en contrôlant les prix. Il peut aussi essayer d'augmenter le nombre de logements disponibles en libérant de nouveaux terrains. Et puis, il garde un œil sur l'argent qui vient de l'étranger. Le but de tout ça, essayer de piloter la machine pour avoir une croissance maîtrisée. Ok, tout ça c'est la théorie. Mais pour voir comment ça marche en vrai, dans la pratique, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière. Direction 2009, une année qui a tout changé. Et là, on a un cas d'école parfait de l'effet domino. Rappelons-nous, 2009, c'est la crise financière mondiale. Pour protéger l'économie, la Banque d'Israël fait quoi? Elle baisse ses taux d'intérêt de façon drastique. Du coup, les investisseurs paniquent. Ils retirent leur argent de la bourse devenue trop risquée. Et ils cherchent un endroit sûr où le mettre. Et cet endroit sûr, c'est la pierre, l'immobilier. Résultat, tout cet argent qui déferle d'un coup sur le marché fait exploser les prix. C'est aussi simple que ça. Toute cette histoire de hausse quasi constante, ça a créé une situation vraiment compliquée, un vrai casse-tête, surtout pour les gens qui veulent acheter. C'est la petite musique que beaucoup de gens ont en tête, cette idée que bon, il faut être patient, ça va bien finir par baisser. C'est un espoir qui a paralysé énormément de monde pendant des années. Le problème, c'est que la réalité, elle, est bien différente. Quand on regarde les chiffres sur les 15 dernières années, le verdict est sans appel. La croissance a été constante. La baisse, on l'attend toujours. Et la conséquence de cette attente, elle est simple. Et pour tout dire, assez brutale. Ceux qui ont attendu en espérant une baisse ont vu les prix s'envoler. Résultat, pour acheter le même appartement quelques années plus tard, il fallait sortir une somme beaucoup plus importante. Le coût de l'attente a été en fait gigantesque. Donc, si on résume, on a une sorte de mécanique bien huilée, un moteur qui tourne presque tout seul. D'un côté, les acteurs du marché qui créent la demande et construisent. Ensuite, les banques qui financent tout ça, mais en gardant toujours un œil sur le risque. Et enfin, l'État qui supervise le tout pour éviter que la machine ne s'emballe et ne s'effondre. Et le résultat de tout ça, eh bien, c'est ce cycle de croissance quasi ininterrompu. Alors oui, ce système assure une stabilité économique, c'est indéniable. La machine est solide. Mais, et c'est un grand mais, ça nous amène à une question de fond. Une économie stable, d'accord, mais à quel prix? Est-ce que le coût de cette stabilité, ce n'est pas une fracture sociale qui ne cesse de s'agrandir? D'un côté, ceux qui peuvent acheter, et de l'autre, tous les autres. C'est une question qui, pour le coup, reste totalement ouverte.